Le One Morning. La matinale qui booste votre journée. C'est la matinale qui booste votre journée. Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes sur One TV et c'est effectivement la matinale, premier rendez-vous de cette semaine. Nous l'ouvrons donc par la revue des titres. Mais avant de retrouver la revue, on parlera d'autres faits saillants, de l'actualité, notamment le CHAN, les éliminatoires. Le Togo est parti favori devant le Bénin qu'il a battu 2-0. C'était le vendredi dernier déjà. Et puis ce dimanche, c'était le clou du jubilé de la légende Emmanuel Cheyi Adebayor. Toutes les stars du football africain, donc tous ceux qui ont fait son époque étaient donc au rendez-vous au stade de Kéguéa, vibré donc au rythme de cette rencontre. Et puis les sélections de Emmanuel Adebayor 1 et Emmanuel Adebayor 2 se sont affrontées. Le score était sans appel, 6-2. Mais vous savez aussi, mesdames, messieurs, l'administration africaine, elle est gangrénée par deux faux fonctionnaires entre 2020 et 2024. 1200 enseignants fictifs ont été décelés au Togo. 3000 enseignants coûteraient 5 milliards de francs CFA aux contribuables nigériens. 10 000 fonctionnaires camerounais fictifs débusqués en 2019 et puis 700 fonctionnaires au Gabon percevraient entre 4 milliards de francs CFA par an, mesdames, messieurs. À qui profite donc ce crime financier que nous recensons donc sur le continent africain. Voilà donc autant de sujets que nous aborderons pêle-mêle tout au long de cette émission. On retrouve donc la revue des titres pour commencer. Il est toujours au rendez-vous pour cet exercice, c'est Bakel Sanguita. Bakel, bonjour. Bonjour à Anetonou, bonjour à toutes et à tous et bon début de semaine à tous les Togolais et à tous qui nous suivent sur One TV. Tous ceux qui nous suivent sur One TV, ça se passe également sur Facebook, One TV Live. Et là, vous pourrez donc suivre cette émission en direct. On ouvre donc cette revue par Togo Matin qui célèbre les initiatives diplomatiques et économiques du Togo. Et oui, et sous le titre Félicitations du Togo à l'honorable Shirley Ayokor Botieo, le journal revient sur la participation togolaise au 7e sommet des chefs de gouvernement du Commonwealth. Ce sommet a été l'occasion de promouvoir un avenir commun, résilient notamment avec la présence du roi Charles III. Par ailleurs, le journal aborde la politique d'égalité des genres du président Faure Gnassingbé, souligné par Sandra Johnson lors d'un panel à Washington, rappelant ainsi le rôle central des femmes dans l'économie informelle de l'Afrique de l'Ouest. Cette valorisation des femmes rejoint l'article de Nouvelle Opinion sur la ministre Sandra Johnson qui a partagé ses perspectives économiques avec le président de la Banque mondiale. Et puis la question de la fiscalité occupe également une place importante dans la parution de ce jour. En effet, Togo Matin et correspondant Actu annonce que le contrôle du paiement des taxes professionnelles uniques et TPU pour les transporteurs routiers démarrera le 1er novembre 2024, visant l'équité fiscale entre les opérateurs économiques et le transport. L'Office togolais des recettes OT rappelle les modalités de cette taxe basée sur le poids économique des véhicules, tandis que correspondant Actu souligne que ce contrôle vise à instaurer plus de transparence et de discipline parmi les transporteurs. Et on reste avec le correspondant Actu qui s'intéresse cette fois au défi du civisme au poste de péage et de pesage. Et il souligne en effet 3 problèmes majeurs qui affectent la collecte des fonds pour l'entretien routier par la Société autonome de financement de l'entretien routier SAFER. Ce thème de la responsabilité civique se prolonge avec la mise en lumière de la lutte contre la corruption. Applucia, la haute autorité de la prévention de lutte contre la corruption lance un concours pour récompenser les meilleurs
production médiatique sur ce sujet dans un effort de promouvoir l'éthique et la transparence. On reste dans le domaine des transports, surtout des matériaux roulants, pour parler de cette fois la presse au Bénin, où le Béninois libéré, le potentiel aborde la question du non-retrait des titres d'immatriculation des engins à 2 roues. Et sous le titre, la NAT accorde 3 mois supplémentaires aux propriétaires. Le Béninois libéré informe que l'Agence nationale des transports terrestres, ANAT, prolonge jusqu'au 31 janvier 2025 le délai pour le retrait des plaques et titres d'immatriculation initialement fixés à octobre. Cette extension vise à alléger les contraintes des usagers et leur permet de finaliser leur démarche en ligne. Le potentiel de son côté public ANAT, encore 3 mois de moratoire pour retirer les plaques confirmant cette prolongation. Les journaux béninois, toujours sur le volet politique, reviennent sur les tensions politiques dans la partie septentrionale du pays, notamment entre les supporters de l'ancien président de la Cour suprême. Et c'est le Béninois libéré avec son titre « Les ennemis de Parakou se révèlent enfin à Patrice Talon » évoque cette querelle marquée par le soutien à Patrice Talon sans condamnation du récent coup d'État au Gabon. La boussole, quant à elle, titre « Le Vert » est dans le fruit, en soulignant le soutien indéfectible de Gadamasi au président Talon, contre lequel Batoko et ses partisans semblent se positionner en opposition implicite. Les avancées financières sont également mentionnées par le quotidien. Et c'est le Béninois libéré qui indique que le Bénin obtient des accords de financement dans 3 projets phares, tandis que la boussole détaille ces accords signés par le ministre Wadani, estimés à 74,5 milliards de francs CFA. Ces fonds sont obtenus auprès des partenaires tels que le fonds de l'OPEP, la Boade et le fonds Kouétien pour appuyer divers projets de développement. On reste donc avec le potentiel qui évoque des sujets relativement au système éducatif. Et malgré l'interdiction du commerce des manuels scolaires dans les écoles primaires, les ventes continuent dans certaines écoles de la commune d'Abomey-Calavi. Cette situation soulève des inquiétudes quant aux pratiques commerciales illicites et coûts imposés aux parents. En Côte d'Ivoire, cette fois, c'est la politique qui occupe le devant de l'actualité. La présidentielle de 2025 est dans la ligne de mire, mais également la gestion économique du pays. Et tout d'abord, ces dernières heures, Monde qui revient sur la tournée de Tidjane Thiam, président du PDCI RDA, avec le titre « Si vous êtes un opposant et que le pouvoir vous aime, vous avez un problème ». Thiam a reçu le soutien de 40 partis politiques prônant l'union et la cohésion. Ce soutien est néanmoins contrasté par les tensions internes, notamment avec Jean-Louis Billon, qui a récemment annoncé sa candidature pour 2025, provoquant des interrogations. Le nouveau réveil, sous le titre « Billon, candidat contre le PDCI RDA », analyse l'impact de cette déclaration faite à Dabakala, suscitant un débat sur les ambitions au sein du parti. Dans le même registre, Génération Nouvelle décrit cette rivalité comme un contre-pied parfait de Billon qui semble poser un défi stratégique à Thiam et au PDCI RDA. La division au sein du parti est accentuée par les commentaires de figures du PDCI tels que Ndjeri Ngoran et Georges Ezalé, qui souligne que le timing personnel de chacun ne doit pas primer sur l'intérêt collectif du parti. Le jour plus se montre plus critique envers Tidjane Thiam avec les propos de Jeannot à Roussou. Il ne suffit pas de se balader pour visiter des maisons en paille, semblant insinuer que la popularité et l'expérience politique de Thiam restent insuffisantes face à Ouattara, décrit comme un pilote d'Airbus face au pilote d'hélicoptère qui serait ses rivaux. Merci donc à vous, Baquet, pour cette revue. L'exercice sera repris demain, toujours avec le même plaisir. On retrouve l'instant du jour. Les Togolais, surtout les férus, ont retrouvé le sourire ce vendredi déjà avec la victoire des locaux 2-0 sur les Guépards du Bénin. C'est content pour les éliminatoires de Chan 2025. Et puis, à la clé, c'était hier le jubilé de Emmanuel Cheyi Adebayor. Le Gotha du football de son époque était donc au rendez-vous, guinéen, congolais, ivoirien, mais également camerounais étaient donc là, les Nigérians, pour honorer Cheyi Adebayor. Boris Ochota nous fait revivre tous ces instants à travers son élément. Lauréat
Lauréat du Ballon d'Or africain 2008 et détenteur d'un titre de champion d'Espagne avec le Real Madrid, Adebayor a fait vibrer les supporters et a porté haut les couleurs du Togo dans le monde entier. Passé par des clubs prestigieux tels que Monaco, Arsenal, Manchester City ou encore Crystal Palace, Emmanuel Adebayor quitte le football professionnel après 25 ans d'une carrière mémorable. Pour le célébrer, des stars du football africain comme l'ex-attaquant des Lions indomptables du Cameroun Samuel Eto'o et ses compatriotes Patrick Mboma et Alex Song ainsi que d'autres grands noms tels que Asamoah Gyan, El Hadji Diouf, Kalilou Fadiga, Karim Agui et bien d'autres encore étaient présents pour honorer le numéro 4 du Togo. Le Togo est fier de ce monument national qui laisse derrière lui un héritage glorieux avec la sélection nationale des éperviers pour laquelle il a inscrit plus de 30 buts. Qualification CHAN 2024, le Togo domine le Bénin et prend une option sur la qualification. Dès le coup d'envoi, le Togo impose son jeu en construisant par des petites passes depuis l'arrière pour trouver des ouvertures en attaque. À la 10e minute, sur une passe en retrait de Urogafo Souleymane, Abalo Deni ouvre le score pour les éperviers. Cependant, après cette ouverture du score, les Togolais peinent à maintenir leur rythme en raison de quelques erreurs techniques et la défense béninoise répond efficacement. La première mi-temps se termine sur ce score, un but en faveur du Togo. Au retour des vestiaires, Moussa Latondi réajuste sa tactique et le Bénin prend le contrôle du jeu, obligeant la défense togolaise à résister aux assauts répétés. Dans le temps additionnel, sur une contre-attaque rapide, Avotor Bruno à la réception d'un centre précis d'Akoro Bilal double la mise pour le Togo. C'est sur ce score 2-0 que l'arbitre Salissou Bacher siffle la fin du match. La manche retour se jouera dans une semaine à Abidjan en Côte d'Ivoire où le Togo espère concrétiser son avance pour se qualifier. Bonne chance donc aux éperviers qui redonnent désormais du sourire au monde du sport. Retrouvons donc les invités pour la causerie. Les chiffres sont alarmants et je le disais donc à l'entame de cette émission, entre 2020 et 2024, le ministère des enseignements primaires et secondaires du Togo a identifié au moins 1200 enseignants fictifs. Près de 3000 enseignants fictifs coûtent 5 milliards de francs CFA au trésor public nigérien. Plus de 10 000 fonctionnaires camerounais fictifs débusqués. Là, nous étions en 2019, plus de 40 000 personnes avec des matricules acquis frauduleusement percevraient l'argent de l'État grâce à de faux documents. Le régime militaire, là nous sommes au Gabon, a initié un toilettage du fichier qui compte 100 000 fonctionnaires déclarés dans ce pays. En 2010 déjà, l'audit avait permis d'économiser près de 4 milliards de francs CFA par an et ceci après la radiation de seulement 700 fonctionnaires fictifs. Alors, autant de chiffres, autant d'argent. Ça se passe donc dans l'administration africaine, administration donc fonctionnaire fictif, voilà donc le thème dont nous allons parler. À qui profite le crime? Et pour en parler, je reçois pour vous Louis Kamako, bonjour. Bonjour chers confrères. Vous êtes journaliste, analyste, votre site d'information d'ailleurs publié ou est revenu donc sur cette information lâchée par le ministre Kokoroko et ceci pour montrer jusqu'à quel point il faut lutter contre ces fonctionnaires fantômes qui continuent donc de piller les caisses de l'État. On en parlera d'un instant à l'autre. En face de vous, c'est Gabin Adjaro, juriste, directeur de cabinet Juriste Consulting. Monsieur Adjaro, merci d'être là encore une fois. Merci de m'avoir invité plus tôt et bon début de semaine à tout et chacun. Alors, comme je le disais, c'est bien sûr votre site d'information, Monsieur Kamako, qui a révélé, en tout cas qui est revenu sur cette information que le ministre Kokoroko a lâché donc à la veille de cette rentrée scolaire. Qu'est-ce qui a motivé le retour sur cette information? Oui, mais comme tu le disais tout à l'heure, je pense qu'on peut continuer par citer la liste des pays dans lesquels on remarque ces genres de faits. À l'image de tout ce que vous avez cité, on peut ajouter également le Burundi, parce que ça fait également l'actualité, la sortie du ministre de la fonction publique d'Astolman de juin dernier. Donc ça veut dire que c'est un sujet d'actualité, parce qu'à l'époque, le ministre a donné 30 jours de délai en fait à ces fonctionnaires fictifs là de se conformer à la règle en vigueur.
Donc je pense que c'est un problème d'ordre général en Afrique surtout, et quand vous revenez également au Togo, je pense que ça fait partie également des différents mots qui minent la société togolaise. Et donc ce que dit le ministre Kokoroko, je pense que c'est une déclaration qui a été faite à la veille de la rentrée, vous l'avez dit, donc c'est une information qui était dans le domaine public depuis, et normalement les gens devaient normalement s'en saisir. Et donc cette semaine, ou bien la semaine passée, Togo-Brikini a jugé bon de revenir sur l'information, sauf que pour des raisons un peu politiques, je ne sais pas si je pourrais rentrer dans le fond du sujet parce que l'article n'est pas en ligne actuellement, je ne sais pas si vous l'avez constaté. On n'a pas eu le courage en fait de garder l'article en ligne longtemps. Je pense que c'est un sujet aussi sensible. C'est un sujet sensible, et donc quand le ministre Kokoroko le dit, il n'est pas le premier, parce qu'à l'époque, le ministre de la fonction publique, J.B. Barra, avait projeté justement faire également une toilette, faire un toilettage et un audit justement du fichier pour pouvoir débusquer ces fonctionnaires fictifs-là. Donc je crois que le ministre Kokoroko a jugé justement bon de commencer le travail par son ministère, et pour que ça jaillisse en fait sur l'ensemble du gouvernement. Donc je crois que pour moi, c'est ce qui justifiait en fait le retour, ou bien ce qui justifiait cette position, ou bien cette action du ministre-là, qui a jugé bon justement de relancer ce débat. De relancer ce débat. Gabin Diako, vous êtes juriste. Dans des pays comme les nôtres, où la plupart du temps, on estime que la vie n'est pas aussi rose, le panier de la ménagère ne tient pratiquement plus aujourd'hui, des fonctionnaires se permettent quand même de prendre l'argent du contribuable, et ceci impunément. Vous ne pensez pas qu'il serait quand même bien d'en parler? Oui, il faut crever l'abcès, dit-on. Vous savez, dans nos pays, on constate ce genre de choses, mais je ne pense pas que ce soit les fonctionnaires qui bénéficient de cette manne-là. Au Cameroun, tu l'as dit, c'était quand même un ministre, un haut placé, qui quand même percevait des fonctionnaires des salaires de plus de 10 000 de fonctionnaires fictifs. Quand on dit qu'il y a une certaine fictivité, ça veut dire que la personne n'existe pas. Il a été créé de toutes pièces par une autre personne physique. Et c'est cette personne physique-là qui perçoit les dividendes ou bien les salaires de cette personne fictive qui a été créée. Maintenant, est-ce qu'un simple fonctionnaire, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est au CASEF et autres, là, peut arriver à créer des fonctionnaires fictifs? Je ne le pense pas. Je ne pense pas, ça vient d'en haut. D'autant plus que c'est l'État qui dispose du fichier de la fonction publique, et c'est l'État qui sait le nombre de personnes qui travaillent dans l'administration. Et c'est l'État même qui recrute la plupart du temps les fonctionnaires de l'administration publique. Raison pour laquelle, pour qu'il y ait magouille, ben, ça veut dire que ça vient du plus haut. Sinon, si ça vient du plus bas, je pense que on va beaucoup plus débusquer ce genre de choses beaucoup plus tôt. Oui, mais le dit comme ça, ce n'est pas voir juste le sujet du bout de nez. Est-ce que, parce que nous n'avons pas cette habitude d'actualiser nos statistiques, des fonctionnaires qui décèdent, mais on n'arrive pas à réaliser, donc actualiser le fichier, est-ce que ça ne peut pas justifier le fait aussi? Oui, bon, vous savez, il y a un fichier qui est établi pour les fonctionnaires de l'administration publique. Et à chaque fois que quelqu'un décède, ben, raison pour laquelle on demande le certificat de décès autre là, aux hôpitaux. Et c'est à cela que il y a la famille, quelqu'un qui travaille dans l'administration, imaginez quand il décède, ben, sûrement il a des enfants, il a de la famille, et la famille va vouloir bénéficier de l'héritage. Mais je ne vois pas une famille qui, il va se permettre d'aller à la banque pour percevoir les salaires de cette personne-là. Parfois, il y a effectivement des gens qui ont eu un travail dans l'administration qui existaient véritablement, mais par après qui sont décédés. Quand ils sont décédés, ils n'ont pas été enlevés du fichier de la fonction publique. Mais quelqu'un perçoit toujours leur salaire. Voilà. Si ce salaire n'en a pas été perçu, ça va rester sur le compte et l'État n'allait pas perdre. Mais ici, ces gens-là, leurs salaires sont toujours perçus par quelqu'un d'autre. Et il y a encore d'autres personnes qui ont été créées effectivement par des personnes, on ne sait d'où, on ne sait où ils sont et tout ça, pour gonfler comment on dit, la masse salariale que l'État verse à ces personnes-là la plupart du temps. C'est un fourre-tout. C'est un fourre-tout dans lequel nous sommes actuellement. Le ministre Barra, c'était en 2019, il avait dit qu'il allait faire l'audit du fichier de la fonction publique, mais par après, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ça veut dire que, lui vient de le dire, il y a assez de pesanteurs à ce niveau-là pour qu'on arrive. Et je ne vois pas quelqu'un, si en réalité,
le ministre a quand même les coudées franches pour pouvoir traiter de ce dossier-là. Le dire, c'est déjà une manifestation de volonté, mais s'il n'arrive pas à le faire, c'est parce qu'il y a des pesanteurs et il ne peut rien. Il faut aussi budgétiser cela, et puis si le gouvernement ne juge pas cela impératif, on peut toutefois sursoir cela, quitte à solliciter le bon exemple, en tout cas responsabilité également au niveau de ces fonctionnaires. Alors au Bénin par exemple, entre-temps, face donc à ce même phénomène, aussi bien au niveau des retraités, il faut montrer le certificat de vie pour pouvoir percevoir, mais au-delà, les fonctionnaires, après une certaine période d'exercice, vous devez quand même présenter votre certificat et vous devez être aussi présent pour percevoir, pour qu'on sache effectivement que vous êtes vivant et que c'est vous qui percevez. Est-ce que vous pensez que comme ça, on peut régler le problème? Non, c'est une part, ça fait partie de la solution, c'est-à-dire que... Mais ça a été décrié parce que les gens ont pensé que ça crée une certaine lourdeur. Non, mais pas de lourdeur, mais on veut justement vérifier si réellement vous existez. C'est pour ça que je dis que ça fait partie. C'est vrai qu'on peut posséder de la sorte, mais les fraudes, il y en aura toujours. Parce que c'est un phénomène qui a la peau dure, hein, c'est-à-dire ceux qui s'adonnent justement à ce système-là se sont véritablement préparés à cela. C'est d'ailleurs ce que disait tout à l'heure à Diaro, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pesanteurs à prendre en compte. Même le ministre en fait du Trésor public, je ne pense pas que c'est des faits qui se font à son insu. Parce que oui, bien sûr, vous ne pouvez pas être un ministre de la fonction publique du Trésor public, gérer le Trésor public, et vous n'arrivez pas à déceler ou bien vous n'avez pas identifié les vrais fonctionnaires des faux. Si on ne le fait pas, je pense que votre compétence... Il s'occupe des fiches. Lorsqu'on vous envoie, il y a même le département de solde qui traite donc des salaires des fonctionnaires. Oui, justement. Mais après tout, et je crois qu'on l'a habitué ces dernières années, justement au Togo, à chaque fois, ou bien en début de chaque année, on publie au moins la liste des retraités. C'est-à-dire qu'on vous dit qu'à partir de cette période-là, il y a ces fonctionnaires-là qui ne seront plus qui ne doivent plus émerger sur le budget de l'État parce qu'ils sont admis à la retraite. Mais en même temps, on recrute à leur place. Oui, on recrute justement, et ça devient en réalité facile parce qu'on recrute les nouveaux qui viennent dans le système doivent être connus avec des noms à l'appui parce qu'ils ont passé un concours et arrivé à un moment donné, ils existent réellement. Et donc, ça ne devrait pas normalement causer de problème. C'est pour ça que je dis. C'est vrai que ce qui se fait au Bénin, ça peut s'apparenter ou bien ça peut être critiqué parce que les gens parlent de lourdeur administrative. Mais je crois que c'est justement pour ne pas arriver à avoir des fonctionnaires fictifs qu'on le fait. C'est une partie de solution en fait, comme je le disais tout à l'heure. Et parce que je le disais aussi, parce que ceux qui le font se sont bien préparés et qu'en le faisant, c'est un réseau. En réalité, c'est un réseau. Et puis aussi, ceux qui sont là-bas, ils ne le sont pas des raisons politiques. Votre site, est-ce qu'il est allé au-delà de l'information du ministre pour vérifier si possible il y a vraiment un réseau comme cela? Parce que le phénomène, comme on vient de le constater, n'est pas spécifique au Togo. 3000 fonctionnaires fictifs qui coûteraient 5 milliards de francs CFA par an au Niger, par exemple. Non, je crois que la déclaration du ministre, il a donné beaucoup d'exemples là-dessus. Sauf que je ne suis pas, je suis pas même de revenir un peu sur ça parce que je le disais, l'article, on n'est pas, vous m'excusez, mais on n'a pas été courageux de garder l'article en ligne. Pour des raisons que je le disais tout à l'heure. Parce que ce que disait, c'est-à-dire que pour pouvoir lutter contre ce phénomène, il faut avoir des coudées franches, il faut avoir des reins solides. Tout ça, c'est un dossier purement politique. Et si vous ne savez pas faire, on va vous broyer. Parce que ceux qui le font, ce n'est pas moi, ce n'est pas Gabin, ce n'est pas vous non plus. Parce que ceux qui le font, c'est des gens peut-être qui sont dans le système, qui ont un ancrage fort dans le système, qui ont en fait une certaine aura, qui leur permet en fait de fermer ou bien de violer un certain nombre de steps au vu au sud de tout le monde sans qu'ils ne soient inquiétés. C'est aussi ça repose la question de l'impunité. Parce que si à un moment donné, un ministre de la fonction publique a fait le constat et a même annoncé que des initiatives du genre vont se faire et que les enseignants fictifs vont être débusqués, et si on n'est pas allé au bout de l'action, ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose qui bloque les choses. Et s'il faut justement mener cette lutte-là, il faut avoir l'onction de quelqu'un qui est quelque part. Peut-être celui qui vous a nommé là-bas, c'est lui qui vous dira « Ok, monsieur le ministre, allez au bout de vos actions. Monsieur le ministre, faites-nous sortir du fichier les enseignants fictifs. Si vous n'avez pas cette bénédiction de celui qui vous a nommé, je pense que vous ne pouvez pas le faire. C'est d'ailleurs pour cela que nous aussi, à notre niveau, à un moment donné,
c'est le Premier ministre qui forme le gouvernement. Et il y a le chef de l'État qui est aussi là. Mais vous savez, il y a toujours des priorités. Parmi les priorités, est-ce que vraiment ces autorités sont au fait de ces informations-là? C'est là la grosse interrogation. Non, mais si c'est le ministre de la fonction publique qui le dit, ça veut dire que les faits sont avérés. Et que ça doit faire partie d'une priorité. Parce qu'on parle des pertes pour l'État. On a cité par exemple le Gabon, le Niger, avec des milliards, des centaines de milliards qui se sont dilapidés ou bien qui sont volés justement par des citoyens malhonnêtes. Alors Gabin, oui, je vais vous revenir à vous tout à l'heure. Gabin Adjaro, pourquoi c'est le monde de l'éducation beaucoup plus qui est ciblé? Parce qu'on parle ici, par exemple, du Niger, de 3000 enseignants fictifs. Oui, vous savez, c'est aussi ça le problème du système éducatif africain. Parce qu'on n'arrive pas réellement à maîtriser les contours de l'éducation africaine, ce qui fait que les gens trouvent la facilité de pouvoir créer des emplois fictifs dans ce genre de domaine. Qui parle d'emplois fictifs, parle réellement de salaires fictifs aussi. Donc, la plupart du temps, dans ce domaine-là, vous savez, chaque année, on recrute. Chaque année, on recrute pratiquement dans l'enseignement. Donc, du coup, c'est beaucoup plus facile d'arriver à intégrer des fonctionnaires fictifs là-dedans que dans d'autres domaines. Par exemple, l'administration, c'est très difficile de pouvoir créer des fonctionnaires fictifs, par exemple, dans le secteur de l'urbanisme ou bien dans le secteur dans un ministère ou encore dans une structure étatique. Au niveau de l'administration, c'est beaucoup plus compliqué à ce niveau-là. Mais au niveau de l'enseignement, c'est très facile de pouvoir intégrer des enseignants fictifs et la plupart du temps, quand on envoie des enseignants dans des milieux très éloignés, par exemple, on envoie quelqu'un à Diakmanga, peut-être un serpent l'a mordu, il est mort, il n'y a personne qui est là-bas, il n'y a pas un hôpital assez accrédité pour pouvoir faire les papiers administratifs afférents pour permettre à l'État de savoir que véritablement ce fonctionnaire-là ne figure plus sur son fichier. Et là, c'est son supérieur qui perçoit son salaire parce que lui, il connaît la nouvelle selon laquelle cet employeur, ce fonctionnaire-là n'existe plus. Tout est question de volonté politique et aussi de citoyenneté et de civisme. Parce que quand tu aimes ton pays, le patriotisme doit être convoqué dans cette histoire-là. Parce que quand tu aimes réellement ton pays, et puis tu sais que la plupart du temps, on fait des prêts pour pouvoir juguler les problèmes des fonctionnaires, tu ne peux pas te permettre de faire un certain nombre de choses. Donc la conscience professionnelle t'amène à faire les choses d'une certaine manière. C'est vrai, le président, lui, il est là, mais il ne peut pas tout contrôler, il ne peut pas tout savoir. Le ministre aussi ne peut pas tout contrôler, il ne peut pas tout savoir. C'est un rôle de veille citoyenne que la plupart du temps, nous-mêmes, on doit jouer au sein de la société pour permettre à l'État de bien véhiculer sa politique. C'est vrai, le ministre a évoqué, et lui, il a fait des enquêtes pour pouvoir savoir que, bon, réellement, il n'a pas parlé que des employés fictifs. Le ministre Barara en 2019, il n'a pas parlé que des employés fictifs. Il a aussi parlé des employés qui sont absents, mais figurent toujours sur le fichier de l'administration. C'est-à-dire ce sont des gens qui viennent au bureau, qui accrochent leur veste à leur fauteuil et puis qui disparaissent dans la nature, qui vont faire d'autres activités. Et ça aussi, ça fait un manque à gagner pour l'État. Vous aurez pu constater que la plupart du temps, parfois même quand vous rentrez dans l'administration, vous avez un dossier que quelqu'un doit signer, mais vous poursuivez cette personne-là pendant plus d'une semaine sans pouvoir le retrouver. Et c'est après plusieurs jours qu'il entasse plusieurs dossiers qu'il signe. Sans pouvoir contrôler, sans pouvoir bien lire, en un rien de temps pour pouvoir disparaître encore dans la nature. Donc, c'est un travail de conscience professionnelle, de patriotisme, de veille citoyenne que nous, citoyens, et même ceux-là qui travaillent dans l'administration doivent jouer. Le ministre a manifesté sa volonté, mais ça ne suffit pas. Il a Ah oui, ça ne suffit pas parce qu'il faut avoir des éléments pour. Et il faut avoir aussi la collaboration des gens qui travaillent dans l'administration pour pouvoir évincer ce fléau-là. Sinon, ça ne pourra pas marcher. Alors, deux questions à vous. Déjà, pourquoi c'est dans le monde de l'éducation qu'on a ces fonctionnaires fictifs, mais l'autre chose également, lorsqu'on sait très bien que l'école, surtout l'éducation, a besoin de la présence, parce que c'est un rapport, une collaboration entre l'apprenant et l'enseignant. Lorsqu'on n'est pas présent et pourtant on dit qu'on est là, est-ce que ce n'est pas déjà un frein à la bonne éducation des citoyens de demain? Et pourquoi c'est beaucoup plus au niveau du monde éducatif concret? Non, là, je crois que votre seconde question répond à la première en partie. Ça répond en partie à la première question. C'est juste parce qu'on a besoin de la présence des enseignants devant les élèves que le constat là saute aux yeux. C'est ce qui amène justement les ministres en charge de l'enseignement à creuser.
Et après, ils découvrent que voilà, il y a tellement d'enseignants fictifs. Mais quand vous revenez, en fait, ça ressemble le débat sur lequel, comment devient-on enseignant dans les pays africains. Quand vous prenez par exemple ce qui se fait au Togo, souvent, la plupart commencent avec ce qu'ils appellent des enseignants vacataires, des enseignants volontaires. Ça veut dire qu'à la base, l'État ne les recrute pas. Eux-mêmes, ils se donnent la volonté, justement, d'apporter assistance aux élèves dans leurs différentes communautés. Mais aujourd'hui, le système a beaucoup évolué. Non, mais ça commence déjà par là. C'est-à-dire que quand vous avez le statut d'enseignant vacataire, l'État ne vous reconnaît pas. Ce sont les parents d'élèves qui s'organisent, ou bien à la rigueur, l'établissement bien qui s'organise pour vous trouver quelque chose à la fin du mois. C'est pour ça que les enseignants vacataires ou bien les enseignants volontaires sont dans le volontariat. Ils n'émagent pas sur le budget de l'État. Donc quand c'est comme ça, c'est-à-dire que ça ouvre la voie à des fraudes du genre dont on parle. Parce que du jour au lendemain, ces enseignants que vous qualifiez de vacataires peuvent laisser tomber. Mais à un moment donné, avec la complicité, vous m'excusez, des chefs d'établissement, on va retrouver leur nom, en fait, dans le fichier. Et du coup, ils deviennent des enseignants, mais ils ne sont plus sur le terrain. Ils n'ont pas d'abord passé le concours d'enseignement, ils n'ont jamais été reconnus par l'État, mais puisqu'à un moment donné, ils intervenaient dans un établissement, donc automatiquement, on les intègre facilement dans le fichier. Donc je pense que ce sont des mécanismes en réalité. Donc le problème est beaucoup plus au niveau de la base. Oui, c'est justement au niveau de la base. Au niveau de la base. Ça veut dire quand vous fouillez bien par exemple, que ce soit ici ou ailleurs, ces fonctionnaires fictifs là, ça ne veut pas dire que nulle part on ne trouvera pas leurs traces. Il y a une traçabilité en fait. C'est-à-dire que quelque part, ils ont quand même démarré. À un moment donné, ils ont laissé tomber. Gabin parlait de tout à l'heure de l'absentéisme au bio. Dans l'administration. Il y a des gens qui viennent et puis vous ne les verrez jamais. Et quand vous n'allez pas, je suis désolé de vous le dire, mais quand vous allez peut-être, par exemple dans nos mairies, vous allez le constater. Il y a des agents qui sont là, qui sont payés à la fin du mois, mais que vous ne verrez jamais. Je crois que, et parce que récemment, le ministre a demandé que des gens viennent avec des dossiers, on va régulariser la situation des enseignants ou bien des agents de mairie, et jusque-là, on en est là. Il y a des gens d'ailleurs qui travaillent avec des faux diplômes. Je pense que ça aussi, c'est une paire de manches. C'est tout un ensemble aujourd'hui. Les gens se font passer pour quelque chose qu'ils ne sont pas. C'est aussi ça. Parce que ces qualifications sont aussi payées, parce que c'est... Voilà. Quand vous dites, justement, vous dites que vous bossez avec le niveau licence, vous pouvez peut-être passer sur la catégorie A2, quand vous êtes dans la fonction publique, et tout cela, ça va avec. Et pourtant, vous n'avez même pas le BEPC, pourtant, vous n'avez même pas le baccalauréat. C'est pour ça que je dis que c'est un fait qui est général aujourd'hui. Et je reviens là-dessus. Quand vous allez dans les mairies, vous allez le constater. Il y a des agents qui pratiquement ne font rien, mais à la fin du mois, ils sont payés. Et ça, normalement, ça ne devait pas nous surprendre parce qu'on sait à peu près comment est-ce que les gens ont été recrutés dans nos mairies. Il n'y a jamais eu de recrutement, il n'y a jamais eu de concours. Les maires de gauche à droite ont fait venir leurs proches ou bien leurs militants, et comme ça, ça devient un foutu aujourd'hui pour l'État. Donc je pense que c'est un phénomène d'ordre général. Ce n'est pas seulement dans l'enseignant, mais si pour l'enseignement ça devient criard, c'est juste parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a ce phénomène d'enseignants vacataires et d'enseignants volontaires qui entre en jeu. Alors, Gabriel Diarro, avant de peut-être si vous voulez rebondir sur ce volet, oui, vous le ferez, mais est-ce qu'à terme, cette lutte qu'a déclenchée aujourd'hui, cette sortie du ministre Kokoroko, si véritablement on l'étend aux autres départements ministériels, pensez que l'administration peut mieux se sentir après? Oui, l'administration ne peut que mieux se sentir après cette purge-là. Il me souvient, dans les années 2000, le président Gnassingbé Adema, personne n'âme, avait fait ce genre de choses en créant la commission de lutte contre la corruption et autres infractions afférentes. Il avait fait ce genre de choses parce que, entre-temps, au niveau des hôpitaux publics, on a constaté qu'il y a des médecins, des docteurs qui faisaient venir des frères et sœurs qui, en réalité, n'ont pas la compétence
compétence de pouvoir intervenir dans un certain nombre de domaines. Donc, ce qui fait que à un moment, certains portaient les habits d'infirmiers, mais en réalité, ce ne sont pas des infirmiers. Et elle ou bien il faisait des insertions pas possibles à des gens qui attrapaient d'autres mois après. Il a eu à travailler dans ce domaine-là et il a fait une purge. Il faut saluer aujourd'hui le nouveau ministre qui a également la même dynamique où chacun doit pouvoir porter l'habit de sa qualification, histoire donc de permettre aux concitoyens de situer qui intervient vraiment sur eux et en cas de cas s'il y a pourra donc réagir. Oui, donc félicitations au ministre Tiens Diaré qui a commencé ce travail-là. Le président Nassim Béadima l'avait fait. C'est une purge complète au niveau de non seulement des hôpitaux, mais aussi de l'administration, parce qu'on avait constaté qu'il y avait des gens qui percevaient des salaires qui en réalité ne devaient pas percevoir, et il y avait des gens qui émargeaient toujours. Bon, il y a d'autres personnes qui émargeaient à la place d'autres personnes dans l'administration, mais ces personnes-là en réalité sont déjà mortes ou bien ils n'existent même pas dans le pays. Ces noms-là n'existent même pas dans l'administration publique. Donc je pense que ça peut se faire encore aujourd'hui par la question de la volonté politique et aussi de l'implication de tout un chacun. Le ministre Kokoroko l'a évoqué. Ce sont des sujets épineux et quand un ministre évoque cela, ça veut dire que bon, il y a véritablement un travail qui est en train d'être fait. Premièrement, avant que lui n'intervienne. Parce qu'un ministre ne se lève pas du jour au lendemain pour faire un constat. Ça veut dire que déjà, il avait déjà commencé un travail qui, bon, peut-être il rencontre des obstacles ou bien il y a des achoppements un peu partout. Donc, il est sorti pour faire savoir à la population que voilà, il y a telle chose dans l'administration. Maintenant, si le citoyen aussi est assez conscient, s'il constate de ce genre de fait, ben, qu'il le signale tout simplement au niveau du ministère pour aider l'État. Parce que en faisant cela, ce n'est pas le ministre que tu es en train d'aider, mais tu aides l'État. Tu aides l'État à pouvoir recruter peut-être un de tes frères qui est au chômage parce qu'on a créé un emploi fictif à quelqu'un qui n'existe même pas. Et le gouvernement, l'État pense que ce poste-là est occupé alors qu'en réalité, ce poste-là n'est même pas encore occupé par qui que ce soit. Donc, je pense que c'est un travail collégial qui doit être fait et par le gouvernement et aussi par la population, avec l'implication des directions régionales de l'enseignement, puisqu'on est en train de parler de l'enseignement, avec l'implication de cette direction-là que on avait créé entre-temps pour surplanter les inspecteurs. Je pense que c'est un travail de fond qui avait été déjà fait et on peut encore impliquer cette direction régionale-là pour permettre de débusquer ceux-là qui sont dans la fonction publique ou bien ceux-là qui opèrent de manière contrevenante dans la fonction publique. Et on peut se servir aussi de l'exemple du Cameroun qui a tout fait pour pouvoir débusquer celui-là qui était le fauteur de troubles, celui-là qui percevait le salaire de plus de 10 000 fonctionnaires fictifs. Alors, aujourd'hui, M. Kamako, quelle peut être la situation dans les autres ministères? Puisque au niveau de l'enseignement, vous avez reconnu qu'il est très facile de créer ces fonctionnaires fictifs, mais est-ce qu'au niveau des autres ministères, on peut craindre? Oui, on peut craindre. D'autant plus qu'on le disait tout à l'heure, je ne le dira jamais assez, le ministre de la fonction publique a déjà énoncé. C'est-à-dire que le ministre a déjà fait cette déclaration-là. Ça veut dire qu'il y a un travail en amont qui a été fait. Et à la suite, il a reconnu que justement, il y a des fonctionnaires fictifs presque dans toute l'administration togolaise. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, ça dit que c'est une question de volonté. Si chaque ministre peut avoir le courage, en fait, de venir nous dire le nombre d'enseignants fictifs dans son ministère, je pense que ce sera un début de solution. C'est pour ça que je dis que c'est un sujet aussi sensible, mais pour pouvoir aller au bout, il faut que vous ayez justement l'accord. Pourquoi vous pensez que c'est sensible? C'est sensible parce que ceux qui ne le font, ce n'est pas le citoyen lambda. Ce n'est pas, bon, je le dis comme ça, et puis parce que quand les gens ont la facilité de le faire, de ne pas être inquiétés, je pense que quelque part... Ce n'est pas sûr, peut-être qu'ils n'ont pas été inquiétés jusque-là. Mais s'ils sont inquiétés, on serait mieux au courant. C'est aussi ça. Et s'ils sont inquiétés, je pense qu'ils seront découragés et que ce fait-là ne va plus se répandre. C'est pour ça que je dis que c'est un phénomène qui se détient en fait sur tout l'ensemble de l'administration générale. Et si on continue, si on fouille, Gabin, si tu parlais tout à l'heure du ministère de la Santé, il y en aura. Si on va peut-être au ministère de la Communication, c'est mon ministère de tutelle, ministère de l'Action sociale, je pense qu'on trouvera des enseignements, des fonctionnaires fictifs.
C'est pour ça, c'est une question de volonté et d'engagement aussi. Si chacun à son niveau se dit, ok, je vais me mettre, ou bien je vais lutter justement, après tout parce que c'est la corruption, je vais lutter contre ce fléau-là, je pense que on verra des fonctionnaires fictifs à tous les niveaux. On verra des fonctionnaires fictifs. Gabriel Adakou, est-ce que vous pensez, puisque nous sommes sur le sujet qui dit à qui profite le crime, est-ce que vous pensez effectivement qu'il y a peut-être un patron qui est logé quelque part et qui peut-être en créant ces postes-là, ou peut-être en faisant avancer des gens qui n'ont pas les mêmes qualifications pour lesquelles ils sont payés, et lui a des rétributions en retour? Oui, il peut en avoir? Oui, bien sûr, il y en a, il peut en avoir. Nous prenons juste l'exemple du Cameroun, c'est un haut placé qui a même faire ce genre de choses. Ce qui veut dire que c'est un système pour pouvoir s'enrichir. Ça fait partie de la corruption, raison pour laquelle le président de la République disait dans un de ses discours qu'il y a de la surfacturation dans l'administration. Il y a de la surfacturation dans l'administration, il y a une minorité qui s'accapare les biens du pays. Ce sont des termes assez évocateurs de la situation du président Faure. Du président Faure. Ce sont des faits assez évocateurs de la situation de la fonction publique. Certes, il y a aussi de ces gens-là qui occupent de petits postes de responsabilité, mais qui se prévalent de cela pour pouvoir pour créer des emplois des emplois fictifs. Il n'y a pas que les mots placés. Mais si vous citez le président dans ses expressions qui estime qu'il y a de la surfacturation dans l'administration, ça veut dire qu'il reconnaît à un moment donné qu'il y a des citoyens qui perçoivent ce qu'ils ne devraient pas percevoir, et donc c'est une gangrène pour la nation. Alors qui peut alors encourager ces auteurs de création de fonctionnaires fictifs, puisque le chef de l'État même veut lutter contre le phénomène? Oui, déjà le chef de l'État a manifesté sa volonté. Mais vous savez, il y a quelque chose par rapport au gouvernement togolais. C'est que le chef de l'État, il aime agir en sourdine. C'est pas quelqu'un qui aime les faux des projecteurs pour dire que bon voilà, il est en train de poser de tels actes ou pas. Et vous aurez pu constater que bon, avec la création du Raplicia, aujourd'hui il y a des gens qui sont en train de rembourser ce qu'ils avaient déjà volé à l'État. Ils sont en train de rembourser. Ça ne plaît pas à certains, mais c'est pour éviter beaucoup plus de frustration, pour ne pas penser à la chasse aux sorcières, pour dire que bon voilà, le président est en train de... Voilà. Donc il le fait comme ce qui s'est passé au Zimbabwe, où en venant au pouvoir, Mnangagwa a appelé tous ces opérateurs économiques qui ont pillé le pays à venir verser d'une manière ou d'une autre certaines cautions, histoire de pouvoir rentrer au pays, pour qu'on construise ensemble la nation, plutôt que de lancer effectivement des arrestations tous azimuts. Oui, voilà, parce que bon, la personne a déjà volé, ben, si tu l'arrêtes aujourd'hui, la prison va compenser ce qu'il a volé. Donc au lieu de lui dire, bon, au lieu de l'arrêter, tu fais en sorte que cette personne rembourse ce qu'il a volé à l'État pour que bon, on puisse continuer par construire l'État avec ces fonds-là. Et je pense que c'est dans cette logique-là que le gouvernement est en train d'agir actuellement. Bon, quand le ministre Kokoroko, c'est quelqu'un, quand il dit quelque chose, ça veut dire que bon, il ne s'est pas levé du jour au lendemain pour le dire. Et un ministre du gouvernement ne peut pas parler sans quand même l'aval, non seulement du président de la République, mais aussi de son chef de gouvernement et aussi de l'ensemble du gouvernement. Ça veut dire que tout le monde était au courant. Avant, il y avait son prédécesseur. Ailleurs, ça se fait. Quand vous gérez votre ministère, vous êtes responsable de tout ce qui se passe. Oui, vous n'êtes pas obligé à tout moment, sous la roulette, ou bien sous l'impulsion du chef de l'État. Vous êtes obligé d'informer, sauf que la responsabilité vous revient quand il y aura grabuge. Vous savez, vous êtes obligé de le faire parce qu'on appelle la responsabilité collective du gouvernement. Et chaque ministre doit pouvoir défendre son gouvernement, peu importe l'acte que le gouvernement a posé. Donc, c'est vrai, chacun a son département, mais on agit ensemble. Et quand le ministre Kokoroko a parlé, ça veut dire que déjà il a fait le constat et il y a des choses qui ont été prises, il y a des mesures qui ont été prises pour pouvoir aider à juguler le problème. Mais maintenant, est-ce que l'État veut communiquer autour de ça pour qu'on sache que réellement il y a de ces gens ou bien il y a de hauts placés qui ont eu à faire ça, ou bien ce sont des menus fretins qui ont eu à faire ce genre de choses? Je pense que le mieux, c'est de pouvoir arriver à découvrir cela et aussi à récupérer les fonds volés par ces personnes-là. Je pense que le gouvernement, bon, surtout quand on connaît le comportement du président de la République, c'est quelqu'un qui aime agir en sourdine. Je pense que ce constat-là avait été fait. Ils ont eu à débusquer des gens
et que bon, peut-être ils aimeraient procéder autrement par rapport au recouvrement des fonds au lieu de faire du matu-vu autour de cette affaire-là. Alors, ne pas faire trop de bruit, surtout mettre les médias en avant, montrer qu'on est en train de lutter contre la corruption, mais procéder de la sorte, donc à interpeller l'équipe de droit pour dire, bon, on reconnaît quand même que tu as pris, il faut donner. C'est la bonne option? Oui, je reviens en fait sur ce que je disais, c'est deux choses différentes. Et ça dit que ne pas communiquer sur les enseignants fictifs, c'est-à-dire que ne pas communiquer sur les fonctionnaires fictifs, ouais. Et ne pas communiquer sur en fait ce que dit Gabin, c'est-à-dire que ceux qui ont été identifiés à un moment donné comme des voleurs de la République qui remboursent les frais, c'est deux choses différentes en fait. C'est-à-dire, et là je confirme ici, et ne pas le dire, ce serait fait preuve de malhonnêteté. Parce qu'on a eu à dire que des gens qui ont été surpris dans ces genres de faits remboursent actuellement. C'est-à-dire que les gens qui à un moment donné qui ont fait la surfacturation de détournement de deniers publics, et quand on vous surprend, quand on vous identifie, vous remboursez. Et là, ce travail-là, ça se fait actuellement. Sauf quand ça se fait en silence, en sourdine, sans tabou, comme Gabin le disait tout à l'heure. Et je crois que c'est le travail du chef de l'État, parce que je ne dirais pas que c'est le travail de la Prusia. Parce qu'à Prusia, la Prusia, on nous dit que c'est un mécanisme de sensibilisation. C'est-à-dire que la Prusia va vous sensibiliser sur les méfaits de la corruption et tout, mais l'institution n'a pas de moyens de répression. C'est-à-dire que la Prusia se retrouve comme un chien édenté. La Prusia constate qu'il y a peut-être corruption quelque part, et puis ce qu'il a fait, c'est justement de vous sensibiliser. Mais au moins, elle vous dénonce. Elle vous dénonce. Et cette dénonciation déjà peut appeler à une action judiciaire quelque part. L'État peut s'auto-saisir. Justement. Et l'État peut de part s'auto-saisir. Non, c'est pas évident. Mais c'est évident. Si c'est avéré que vous avez détourné, je disais tout à l'heure que ceux qui s'adonnent à ces faits-là, ce ne sont pas des citoyens lambda. Mais quel que soit le niveau, lorsque le chef de l'État même s'engage à lutter contre la corruption. Non, mais on a eu à assister à pas mal de détournements dans ce pays. Les gens ne sont jamais inquiétés. Je cite par exemple l'exemple de ce qui s'est passé en 2020 avec le fonds Covid, avec un rapport de la Cour des comptes. Et on en sait là, on en est là actuellement. Tout à l'heure, Gabin évoquait un aspect très important. Peut-être que le chef de l'État, il y a des actions qui se mènent actuellement. Vous n'êtes pas au courant. Sauf que sur ce dossier-là, on peut se prononcer. Vous auriez souhaité que les gens communiquent, mais ils ne l'ont pas fait. Mais peut-être qu'il y a des actions qui sont en cours. Bon, si vous m'autorisez à continuer, je vais continuer. Parce que, sur le sujet de Covid-Gate, en fait, dont je parle, le dossier a été confié justement. On ne va pas parler de Covid actuellement. On va revenir sur ce sujet si possible, parce qu'effectivement... Non, mais si vous dites que tous sont inquiétés, c'est pour vous dire qu'il y a dans le lot des gens qui ne sont pas inquiétés compte tenu de leur rang, compte tenu de leur degré de militantisme. C'est ce que je disais tout à l'heure. Pour le moment, c'est possible. On peut pas essayer, pas les peu matériels. Non, mais le dossier a été confié à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale qui disait qu'il inquiétait sur le dossier. Est-ce que vous attendez encore parler de ça? Il y avait une conférence de presse il y avait une session plénière qui a été organisée sur le sujet. C'est un dossier qui a été confié à la précédente législature. Il y a une nouvelle législature qui est là. Et jusque-là, personne n'en parle. Et donc, vous pensez que dans ce cas de figure aussi, il y a des actions qui se font dans les coulisses? Non, les choses ne se passent pas comme ça. Ce que je dis. Personne n'a la preuve que rien ne se fait pour le moment. D'accord, on attend les résultats. Puisque vous avez la certitude qu'il y a des choses qui se font. Parlant de Raplusia, vous savez, nous sommes dans un processus de lutte contre la corruption. Oui. La Raplusia est un organe qui a été créé pour pouvoir débusquer ceux-là qui opèrent dans la corruption et qui font des détournements de fonds. Et c'est un échelonnement. Vous voyez, la Raplusia débute des ans et reverse les dossiers au niveau de la justice. Maintenant, c'est à la justice de décider. Et le garde des Sceaux peut dire, ou bien le président de la République peut donner des instructions au garde des Sceaux de dire, bon, voilà, comme on a débuté, vous avez leur nom et tout ça, et on n'a pas besoin de faire des audiences publiques pour ces personnes-là. On peut les appeler dans un bureau d'un juge, on en parle, et puis on vous dit, bon, voilà, puisque vous avez reconnu les faits, alors allez reverser les fonds là
au niveau de la RAPLUSA pour permettre à l'État d'évoluer. Je pense que là aussi, c'est une approche de solution. Il ne faut pas créer des frustrations, il ne faut pas créer des frustrés, et surtout, il ne faut pas que vous connaissez nos pays où les gens, à chaque moment qu'ils iront sur les médias, ou bien à chaque moment qu'ils auront l'opportunité, ils vont dire, voilà, celui-ci a volé 15 milliards, celui-ci a volé 20 milliards, ainsi de suite, on l'a emprisonné et tout ça. Mais en retour, est-ce que l'État est arrivé à rentrer en possession de ces fonds-là? Donc si ces gens-là ont décidé de coopérer avec l'État, avec la justice et de restituer les fonds, je pense que c'est déjà une approche de solution pour l'État et pour moi. Je pense que le gouvernement et le président de la République sont en train d'opérer dans cette logique-là pour permettre à l'État de recouvrer les fonds qui ont été déjà volés et détournés. Alors, Louis Kamako, la corruption, faudra-t-il faire avec ou continuer la lutte? Non, on ne peut pas faire avec la corruption, parce que la corruption, ça fait le développement économique, ça nuit à l'état de droit et ça entraîne le gaspillage des compétences et des ressources. Ça, justement, le compétent de gaspillage des compétences, parce qu'on en parlait tout à l'heure, quand vous enseignez, des enseignants, des gens qui peuvent normalement enseigner, mais qui se retrouvent à faire des émédias qui sont dans la nature, et dans le fichier, on retrouve des enseignants fictifs. Je pense que c'est un gaspillage de compétences. Voilà, donc il faut justement continuer cette lutte-là. La corruption, non, on ne doit pas. C'est un fléau à combattre à tout prix, parce que quand vous n'êtes pas, quand il y a la corruption, je pense que ça fait fuir les investisseurs. Personne, aucun investisseur ne souhaitera ou bien ne va jamais aimer en fait investir dans un pays où il y a la corruption. Donc je pense que c'est un mal, c'est un fléau qu'il faut combattre à tout prix. On mène le combat depuis des jours. On a marché dans certains pays aussi pour lutter contre la corruption. Je veux parler par exemple du Bénin, oui. Mais ça n'a jamais cessé. Même sous la rupture, le chef de l'État, Patrice Talon, a dû créer la criette, mais malgré ça, il y a toujours la corruption. Alors, faudra-t-il faire avec? Ça dit qu'on l'accepte comme un phénomène, on vit avec ou on fait comment? Non, vous savez, la corruption, c'est comme on dit le plus vieux métier au monde, la prostitution. Ça ne peut jamais finir, mais on peut le diminuer. On peut arriver à diminuer cette corruption-là au plus bas niveau, comme dans les pays occidentaux. Les pays occidentaux, il y a toujours la corruption, hein, mais c'est diminué à un certain niveau où, à un moment donné, même toi, tu as peur de glisser des sous hein, quelque part. Donc, on doit arriver à ce niveau-là. Je pense que les institutions sont en train d'être créées. Maintenant, il faut donner la force coercitive aux institutions-là qui sont créées de pouvoir bien agir et agir pour le compte de l'État. Parce que la plupart du temps, dans nos institutions, dans ces des institutions qui sont créées, il y a encore des corrupteurs, il y a encore des corrompus, des gens qui acceptent des pots de vin pour ne pas dénoncer d'autres personnes. Donc je pense qu'il faut premièrement mettre en place une institution assez crédible en donnant les moyens qu'il faut à ceux-là qui vont animer l'institution, et aussi être des gens assez conscients, des gens de bonne moralité pour pouvoir dénoncer et pouvoir aider l'État à pouvoir non seulement recouvrer les fonds, mais aussi, surtout, décourager ceux-là qui seront portés à corrompre l'État. Et ça vient aussi de la population. Ça vient aussi de la population parce que les gens sont tellement habitués à ce genre de choses que, bon, quand ils rentrent dans un service, la première des choses qu'ils cherchent à faire, c'est de glisser un pot de vin avant même de penser au papier qu'on va lui faire. Donc, je pense que les ministères qui œuvrent déjà le ministre Kokoroko, le ministre Gilbert Barara et d'autres ministères qui œuvrent dans l'appurement du fichier de la fonction publique pour annihiler toutes ces histoires de fonctions fictives là. Je pense qu'ils vont travailler dans la collégialité pour permettre à l'État d'arriver quand même à une bonne gouvernance financière. Vous parlez de bonne gouvernance financière, les salaires, les traitements, lorsque vous n'êtes pas bien payé, vous n'êtes pas tenté par la corruption, le vol, la dilapidation des fonds publics? Oui, je pense que ça fait partie des causes. Hein. Sauf que durant toute cette émission, on n'a pas eu l'opportunité de revenir sur les causes de la corruption. C'est-à-dire que les mauvaises conditions de vie et de travail, surtout les mauvaises conditions de vie, quand vous avez un SMIC qui laisse à désirer, quand vous avez des salaires qui tombent rarement, quand vous travaillez dans une atmosphère qui ne vous permet pas en fait de subvenir convenablement à vos besoins, et que pourtant vous avez des dizaines de têtes à nourrir. Je pense que c'est des choses en fait qui poussent les gens à voler l'argent de l'État. Mais qu'à cela ne tienne. Est-ce que vous n'avez pas comme l'impression que l'Africain a un problème spécifique? Au Bénin par exemple, au moins pour le citer, ce cas que je maîtrise un peu mieux, Patrice Talon a augmenté les salaires à une certaine hauteur pour permettre aux fonctionnaires d'être plus, de vivre au moins décemment et de se suivre pour faire face donc aux enjeux de la vie. Mais
la corruption est passée de millions à milliards. Non, mais c'est pour ça que quelqu'un disait que la corruption, c'est un vieux métier, en fait. C'est-à-dire que c'est vrai que quand vous allez au Bénin, tous ne sont pas corrompus. Il y a des brebis galeuses dans la bergerie, il y en a toujours. Mais je pense que le Bénin est en train de faire des efforts. Quand vous voyez tous les mécanismes, en fait, tous je sais pas, toutes les mesures qui ont été prises par le gouvernement, c'est difficile, en fait, pour les gens aujourd'hui de corrompre, en fait, de voler l'argent de l'État. Et le Togo aussi en a fait. Souvent, longtemps, au Togo, quand on parle de ceux qui détournent l'argent, ou bien ceux qui ont la facilité de gagner, ce sont des douaniers. On est arrivé à créer aujourd'hui l'Office togolais des recettes qui permet à l'État de recouvrer, en fait. Donc ça, c'est un début de solution. Mais je pense qu'on peut aller loin. Parce que le Togo, j'ai toujours dit que nous avons de très bons tests. Mais c'est dans l'application qu'on faille souvent. Maintenant, je le dis parce que tout récemment, l'Assemblée nationale a voté une loi relative en fait à la déclaration des biens, des avoirs et des biens des fonctionnaires. Je pense que si on arrive justement à mettre cette loi en application, si on arrive justement à observer cette loi-là, on va résoudre la plus grande partie. On va finir avec une plus grande de la corruption parce que les fonctionnaires seront arrivés à déclarer leurs biens. Quand on suit la liste, ça va également permettre en fait de détecter les fonctionnaires fictifs dont nous venons de parler tout au long de cette émission. Parce que on va prendre la liste, on cite ce nom, on ne le trouve pas, donc automatiquement il est fictif. Donc il va falloir justement aller à la déclaration des biens avoirs. Ils ont commencé à un moment donné, le médiateur de la République en a fait, suivi de quelques de ses membres. Ben, aujourd'hui, ils ont encore suspendu et c'est mis dans les tuas. C'est des choses en fait sur lesquelles on doit normalement revenir de temps en temps pour pouvoir encourager nos gouvernements ou bien nos gouvernants à aller vers la bonne gouvernance. Alors, dernière question, parce que l'émission est pratiquement terminée. Aplucia aujourd'hui encourage les médias à travailler beaucoup plus sur les questions de corruption, parce qu'il y a un prix qui est en jeu, mais en même temps, un site d'information publie un article relativement à une déclaration faite par une autorité, et puis les pressions sont telles que l'article a été plus ou moins mis en veilleuse. Est-ce que vous pensez que à la fin de la période mentionnée, Aplucia pourra donc primer des médias qui luttent contre la corruption? Vous savez, je ne connais pas les pressions qu'a subi mon ami Louis, mais l'État a sa manière de fonctionner par rapport à un certain nombre de sujets. Vous voyez, et quand on traite certains dossiers en sourdine, et que bon, un journaliste, c'est un journaliste, et puis il fait sortir il met ça sur la place publique, ça, bon, c'est pas que c'est pas bon, il est en train de faire son travail, mais l'État peut lui dire, non monsieur, pour le moment on est en train de travailler sur ce dossier-là, vous n'avez pas à mettre ça sur la puce à l'oreille, ça pourrait créer... Qu'on peut éventuellement épingler, mais qui vont disparaître. Voilà, donc je pense que, bon, déjà, on va féliciter les journalistes pour le travail qu'ils font, parce que si on en est arrivé là, c'est parce que les journalistes font un travail de fond. Sincèrement, il faut le dire, la plupart du temps, ce sont les journalistes qui dénoncent, ils travaillent, ils font même les travaux de dénonciation, plus même que les citoyens et aussi la justice et même le gouvernement, je peux dire. Alors, parce qu'à chaque moment, quand tu suis la télé, quand tu suis la radio, il y a des journalistes qui donnent des pistes de corruption, des pistes de fonctions fictives et tout ça là aux gens, au gouvernement. Donc je pense que le gouvernement a compris aujourd'hui qu'il faut travailler en symbiose, en complicité avec la presse, et je pense que aller dans ce ordre d'idée là, ça pourra aider beaucoup l'État à avancer pour la lutte de la corruption. Alors vous allez continuer par faire des dénonciations parce que bientôt Aplucia va vous primer. Oui, bien sûr, et j'ai la ferme conviction que l'Aplucia aura le courage de primer les meilleurs articles après, parce que après tout c'est un concours, il y a un jury qui est mis en place, et donc on ne va pas quand même se faire dans le favoritisme en fait, on ne va pas quand même se faire dans la tricherie ou bien dans la corruption. Donc je pense que l'Aplucia justement aura ce courage là de primer les meilleures productions, et là aussi ce qui se fait pas de production, ça veut dire que vous devez creuser totalement, donner de bons chiffres. Je ne dis pas que ce que Togo Burkina fait c'est pas du creuser. Mais là, je pense que c'est un concours national et que, comme quelqu'un le disait tout à l'heure, pour ces genres de sujets, vous devez justement avoir l'ordre de quelque part. Et donc, si à un moment donné, l'Aplucia a su lancer ce concours-là, c'est juste parce que il a discuté avec certaines personnalités qui lui ont dit, allez, mettez les journalistes à contribution,
On va voir, voilà, ils vont dénoncer et on va voir ce que ça va donner. Voilà. On va voir ce que ça va donner. Chacun va jouer sa partition parce que le pays nous appartient donc à tous et pour que chacun puisse vivre et profiter des efforts du gouvernement. Il ne faut pas que un groupuscule s'accapare de la nourriture de tout le monde. Mesdames, Messieurs, ce sera donc tout pour cette édition consacrée beaucoup plus à l'administration avec des fonctionnaires fictifs à qui profite le terme, le crime. C'était avec Louis Kamako, journaliste, analyste, et également Gabin Adjaro, juriste, directeur du cabinet Juriste Consulting. Merci à vous de nous avoir suivis sur One Money, c'était sur One TV et donc sur nos plateformes digitales surtout, One TV Live. À très bientôt pour d'autres sujets. Le One Morning. La matinale qui booste votre journée.